Salut à toutes et à tous, c'est Cyril 2.0 et vous écoutez Open World sur la Run 88.1. Soyez les bienvenus sur Open World. Alors aujourd'hui, pour ces 2 jours de tournage, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 ans qu'on attend en ce moment, enfin que j'attends en ce moment, j'imagine Cyril aussi. On a enfin pu quitter notre Belgique en toute légalité pour rencontrer notre full setter normand, à savoir Cyril. Cyril qui nous fait le grand plaisir de nous recevoir dans son antre, dans sa caverne d'Alibaba, en tout cas pour les fans de jeux PS1. Ici, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et il n'y a pas que de la PS1, on a trouvé des petits trésors en plus, des petites anecdotes, et je vous assure que s'il veut, avec plaisir. Alors, il y a quelques temps, si je ne fais pas d'erreur, mon cher ami, tu viens juste de fêter les 7 ans de ta chaîne qui compte plus de 400 vidéos, peut-être un peu plus maintenant. J'ai arrêté de compter. Donc, avec forcément, tu as fêté ça avec une petite rétrospective de tes aventures, donc un petit best-of que je vous invite à aller voir sur sa page YouTube. Alors on vous emmène à la rencontre de notre chasseur normand, full setter, notre Cyril 2.0. Alors avant toute chose, vraiment l'équipe, on t'adresse sincèrement un immense merci pour avoir accepté ce projet de rencontre, parce qu'il marine depuis... ça fait un petit moment qu'on en parle. Oui, en fait on allait partir, et puis évidemment notre ami le Covid s'est installé. Et puis forcément, il est arrivé ce que vous savez. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, parle-nous un petit peu de toi et de l'univers de ta chaîne YouTube. C'est assez vaste, mais je suis Cyril, Cyril 2.0 pour le nom de la chaîne. Par quoi commencer? C'est pas évident, parce qu'au bout de 7 ans, il y a YouTube qui a évolué, mais sinon j'essaye de réunir les jeux sur PS1. Ceux qui sont sortis en Europe, on va dire, voilà. Donc, il y en a quelques-uns, au total il y en a 1411. Voilà, et donc j'essaye de présenter ça à travers différentes vidéos. Alors j'ai commencé par des vidéos en brocante, mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus rares que d'autres, alors on se rend compte qu'on ne les trouvera pas en brocante. On se rend compte assez rapidement, donc tout ne vient pas des brocantes, évidemment. Il y a pas mal de jeux que j'ai trouvés après, un peu partout, sur internet, voilà, donc dans les petites boutiques autour de chez moi. Et un peu plus loin, voilà, donc comme notamment la Pixel Day en Belgique. Et voilà, j'essaye de parler un petit peu de mon univers. Alors pourquoi la PS1? Parce que c'est une console qui m'a marqué à l'époque, et puis j'essaye de présenter tout ce qui rentre dans la collection. Donc en théorie, dans chaque vidéo, ça parle un petit peu de quelques jeux qui sont là. Je pense que tu as de la matière, mais on va revenir sur ça. On va revenir sur sa collection PS1. Et justement, je vais ouvrir une petite parenthèse. On nous a chargé, donc qui regardera sûrement cette vidéo quand elle sera sortie, forcément, si vous la regardez. Tu as le bonjour d'un youtubeur bien de chez nous, de monsieur Ryu Gaming, qui nous disait que Cyril, il vient tellement à la Pixel Day que tu es un peu le plus belge des Français. Ah c'est cool, merci. Donc merci. voilà, et oui, Ryu, si tu regardes, c'est fait, le message est passé. Un grand plaisir à chaque fois qu'on retourne là-bas. Enfin voilà, j'avais des frissons parce que c'est toujours un super moment, c'est une organisation de folie. Et avec Ryu, on est les 2 seuls à être en commun, d'avoir fait toutes les Pixel Day qui s'enchaînent depuis qu'il avait commencé à inviter du monde, je crois. Et donc j'en ai pas raté une seule, et voilà, je suis très heureux de partager ce petit palmarès avec Ryu. Et c'est vraiment cool, voilà. Donc vous rencontrez le plus belge des Français. Ryu, merci à toi. Alors, la date du 25 avril 2015, alors elle te dit sûrement quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là que ta grande aventure a commencé? Et j'aimerais bien que tu en profites, parce que j'ai fait mon petit fouille merde. Parle-nous un peu des 2 commentaires que tu as reçus et qui, je crois, ont changé pas mal de choses en ce qui te concerne. Oui, ça a été le début. C'est-à-dire que la première vidéo, c'est un fail, donc il n'y a rien dedans. C'est une première vidéo. Oui, c'est une première vidéo, mais je voyais d'autres personnes faire des vidéos en brocante ou des choses comme ça. Moi j'ai ma petite caméra, j'ai des brocantes autour de chez moi, bon, pourquoi pas essayer de filmer, partager ça. Et donc je poste une vidéo. Et sous cette vidéo, il n'y a pas grand chose, la vidéo elle dure 1 minute je crois, et il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et j'obtiens 2 commentaires. J'ai 2 commentaires, et donc c'était Boyasnes et Francisco du Grenier. Et deux copains maintenant, avec qui on prend toujours autant de plaisir aussi, dès qu'on peut se retrouver, parce qu'il y en a un qui est du côté de Toulouse et l'autre qui est à Marseille, alors on ne se voit pas souvent, mais donc non, c'était un peu un choc, parce que quand j'ai commencé ces petites vidéos là, ça faisait déjà 5, 6, 7 ans que je faisais
web fiction, on appelle ça comme ça, faire de la fiction sur internet où on tournait le dimanche ou le samedi, on faisait ce qu'on pouvait et on postait nos vidéos sur YouTube. Avant c'était même sur Dailymotion, c'est pour dire. Mais voilà. Et en fait au niveau des commentaires, c'était pas, il y en avait pas ou c'était pas ouf quoi. Donc et là rien que moi ma petite vidéo d'avoir d'emblée 2 commentaires et qui en plus sont sympathiques, m'encouragent, voilà. Ça m'a marqué quoi. Donc comme quoi ta vidéo était pas si fail que ça. Hein. Non, non, parce qu'elle a été le point de départ pour la suite. Et le lendemain, du coup, le lendemain, c'était lancé et je trouvais ma première petite PS1 en brocante. Et je trouvais des petites choses sympas et c'était le début d'une longue aventure. Voilà. Et est-ce que tu me permets d'ouvrir encore une parenthèse? Parle-nous un petit peu justement de ton métier à toi. Parce que oui. tu es youtubeur. Mais j'essaye. Malheureusement, c'est pas ça qui. C'est pas ça qui me fait vivre. Non. Ouais. Mais tu as quand même un boulot apparemment assez passionnant, j'ai noté, non? En fait, c'est un peu le même principe que YouTube, c'est-à-dire que j'étais fan de cinéma. Enfin, quand j'étais gamin, j'allais voir tous les blockbusters au cinéma, enfin du Terminator, de tout un tas de trucs, enfin tout ce qu'on voit bien. Derrière, quand le DVD est arrivé avec la PS2. Et ça a été une sacrée révolution parce que, avec la PS2 pour moi, c'est-à-dire que j'avais à la fois acquis la PS2 et elle faisait DVD, lecteur DVD, et là on voyait du commentaire audio, du making of, et là je me suis dit, mais en fait il y a le cinéma, il y a des gens qui travaillent là-dedans, il y a un métier. Donc de mon côté, je bricolais sur Photoshop, et un jour j'ai découvert After Effects, et quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, mais en fait c'est le Photoshop de la vidéo. On peut bidouiller des vidéos de la même manière qu'on bidouille sur Photoshop. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient payés même pour utiliser ce logiciel-là. Je me suis dit, c'est une sacrée révolution là. Dans ma tête, ça a fait boum. Et je me suis dit, ok, c'est ça ce que je veux faire. Et comme je te dis, j'ai un peu fouillé dans tes vidéos. Tu avais été interviewé par quelqu'un, donc je m'excuse, j'ai oublié le nom. Je vais peut-être m'en rappeler. Il t'avait justement parlé d'une œuvre pour lesquels tu as travaillé ou tu as fait une montage de, je crois que c'était peut-être un court-métrage ou quelque chose un peu pas science-fiction, médiéval, fantastique, je sais plus. Alors il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu, le point de départ, c'est plusieurs choses, c'est qu'il y a l'Ordre Sith, qui est un fan film Star Wars. Ouais. Donc c'est des potes qui se sont dit, hey, si on faisait un court-métrage, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus simple? C'était il y a 25 ans. Il faut imaginer, l'informatique, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus simple? Si on faisait un Star Wars? Et donc, ils se sont lancés là-dedans. Le projet a un peu capoté au début. Ils sont repartis à zéro. Il y a plein de gens qui se sont mis sur le projet, des gens qui ont fait des maquettes. Au niveau des effets spéciaux, ils ont utilisé des outils qui étaient donc dans des studios à Paris, des trucs qui étaient utilisés sur du gros long métrage, quoi. Donc, ils ont vraiment eu accès à du matos technique assez balèze. Et puis, on voit ces petites choses comme ça. Puis, moi, je vois un magazine, c'était l'Écran Fantastique, je me rappelle encore. Je vois un article, je fais « Oh là là, ce qu'ils font, c'est trop bien, jamais je pourrais faire ça ou jamais je pourrais bosser avec ces gens-là, même ne serait-ce que leur filer un coup de main. » Et en fait, derrière, le temps passe. Et puis je vois quelqu'un qui cherche du monde technique, enfin des techniciens pour un projet amateur, pour filmer du making-of. Alors il y avait besoin de techniciens pour de la caméra et tout ça. Moi je sais pas faire tout ça, donc quelqu'un pour faire du making-of. Oh très bien, j'ai mon petit caméscope familial. Je vais écouter, ça vous intéresse et tout, je peux venir filmer du making-of, parce que comme je savais ce que c'était sur DVD, je me lance là-dedans. Je rencontre ces gens-là, et hasard comme par hasard, c'est ceux qui avaient fait l'Ordre Sith. Sauf que l'Ordre Sith était à l'arrêt total depuis un bon moment. Je dis, les gars, il est où le film là? Moi je veux le voir. C'est parti de là. Et comme je leur ai dit je voulais le voir, il y avait d'autres techniciens dedans, je leur ai dit, écoute, vas-y, on relance les disques durs, on sort les plans, on finit le film. Et petit à petit, j'ai fini par faire le DVD, les menus dans le DVD. J'ai refait exactement ce qu'il y avait dans les menus DVD officiels. Vous prenez la trilogie Star Wars, la prélogie ou la trilogie quand c'était sorti à ce moment-là, les menus animés, les vidéos, les machins, les trucs, les bonus cachés. Et donc je me suis pris à ce jeu-là, et les gens qui étaient sur ce projet-là, dans le lot, il y avait certains professionnels. Et ça m'a amené
à bosser là-dedans. Mais dans l'ensemble, donc ça a commencé par un fan film Star Wars, puis le petit making-of que je voulais faire, c'était pour un espèce de moyen métrage qui ressemblait à X-Files, très inspiré X-Files. Le projet a capoté, mais on a recyclé ça en une web-série en 11 épisodes qui s'appelle Grisp Profilers. Donc là, c'est du inspiré X-Files des experts à la française, hein. C'est très amateur, mais c'était le début. Et ensuite, il y a eu Les Seigneurs d'Outre-Monde. C'est ça, un film médiéval, que je cherchais. Qui est un film médiéval fantastique. C'est un long métrage médiéval fantastique. C'est une œuvre originale. Et ça dure 2 heures, je crois, je n'ai pas le timing exact, mais donc là, on y a passé quelques années, parce que quand on veut faire un long métrage médiéval fantastique, et déjà médiéval fantastique, hein, ça veut dire il y a de la magie, il y a des costumes, donc médiéval, et on a beau avoir des beaux décors, on n'avait pas les moyens de faire construire des super trucs, et on n'avait pas faire tout sur fond vert. Et donc on a tourné en lieu naturel, mais il a fallu effacer des choses. Voilà. Donc là-dessus, sur Les Seigneurs d'Outre-Monde, j'ai surtout fait des petits effets, des effets de magie, ou doubler de la foule, mettre on avait des armées à remettre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on voit le prince du film, il s'adresse à l'armée qui est avec lui, il est censé s'adresser à eux pour dire « Vous avez vu en face, on va aller affronter une armée », mais quand on a filmé, en face, il n'y avait personne. Donc j'ai dupliqué des personnages, on a rajouté quelques persos en 3D, on a agrémenté, enfin voilà. Donc c'est ce que j'ai fait là-dessus. Et le montage, c'est pas moi, c'est le réal, c'est mon pote qui est Rémi Hoffman, qui a tout fait là-dessus. Voilà. Et combien de temps, ça fait combien de temps ce projet? Ça a duré 7 ans, je pense. Mais vous l'avez fait en quelle année? Alors ouais, ça fait un petit moment qu'il est sorti, j'ai plus les dates exactes. On peut le voir gratuitement sur YouTube. C'est intéressant ça. Il a dépassé les 700 000 vues. Je sais pas, il me semble qu'on a eu un cafouillage. Il aurait pu approcher le 1 million de vues, mais on a eu un cafouillage. Et donc le film, il est en ligne gratuitement. Les Seigneurs d'Outre-Monde. Alors il est sur une chaîne anglaise parce que la communauté était plus apte que de balancer un film sur une toute petite chaîne que personne connaît. Sur la chaîne Les Seigneurs d'Outre-Monde, il y a du making-of, il y a les soundtracks, il y a des choses comme ça. Et on a vraiment fait tout comme un gros film. Voilà. Donc le film, il a ses défauts, mais ça se regarde et ça se... Voilà. Donc c'est un projet qu'on a mis pas mal de temps. En tout cas, on te sent vraiment fier d'avoir... vu le nombre d'heures passées dessus, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est une partie de ma vie. Voilà. J'ai mes enfants, je les laissais, je disais bon, je pars le vendredi soir, je reviens dimanche soir, je m'en vais en tournage. Voilà, c'était. Donc voilà. Je reviens dans quelques années. Ok, merci d'avoir partagé ça avec nous en tout cas. On va revenir un petit peu sur ton univers de la PS1. Oui. Alors avec une question vraiment toute simple, d'où est venue la passion pour la PS1? Mais qui n'aime pas la PS1? Je sais pas. Alors non, moi aussi, on a tous eu. Je plaisante, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent Cyril, j'aime pas la PS1, mais j'aime bien ton contenu. Bon, d'accord, ok, merci. Ouais, c'est quelque part tes vidéos. Mais du coup, je me dis, comment je peux le prendre? Donc, non, c'est cool parce que en soi, j'essaye de partager ce que moi j'ai aimé sur cette console et d'où ça vient. C'est difficile à retranscrire aujourd'hui parce que je pense qu'on le revivra jamais, ou moi je le revivrai jamais. On peut le revivre peut-être avec le VR, mais passer de ce qu'il y avait sur NES ou Super NES à ce qu'il y avait sur PS1, c'est-à-dire que d'un seul coup on passe d'un plan en 2D comme ça à la même chose, mais il y en a partout. On peut se retourner, et on joue de ça, on découvre l'univers qu'il y a autour de nous en 3D. Donc d'où ça me vient cette passion, c'est la claque qu'on a pris quand on est passé de la 2D à la 3D. Et j'étais la cible parfaite à l'époque, on va dire, hein, j'avais 16-17 ans. La team. Voilà, non, mais avec mon petit scooter, je m'en vais chercher ma console Day One, parce que à ce moment-là, je travaillais un peu dans le restaurant familial, j'avais un peu d'argent de poche. Les pourboires qu'on nous donnait, ça me permis d'acheter ma console, des jeux, des manettes, voilà, plein de choses. Et j'ai vécu le jeu un peu différemment de ce que... Enfin, j'ai vécu la période PS1 un peu différemment de ce que j'ai pu vivre le jeu vidéo un peu avant. Donc c'était sur la NES ou la Super NES, où tu avais un jeu à ton anniversaire ou à Noël. Ou alors si tu avais la chance d'avoir un copain qui avait des parents qui avaient plus de moyens, il avait plus de jeux et tu étais chez lui pour jouer. Mais tu étais le deuxième joueur et tu jouais pas forcément beaucoup dessus.
si c'était des jeux d'aventure solo et choses comme ça. Donc cette PS1, cette passion pour la PS1, elle est arrivée un peu comme ça, où je l'ai pris en pleine tronche à l'époque. En pleine période charnière du JV. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas spécialement fans de la 3D de la PS1. À l'époque, hein, déjà, il y a des gens qui n'adhéraient pas à la qualité d'image. Trouver ça... Non, il y a des gens qui n'aiment pas la 3D sur PS1. Justement, donc tu viens de partager avec nous d'où vient ta passion pour l'univers de la PS1. Donc on sent vraiment que tu as eu cette période transitoire de la 2D à la 3D. Ouais. C'était un peu pareil pour moi. Moi j'avais 16 ans quand j'ai eu ma PlayStation 1. Et ton jeu de lancement, ton premier jeu que tu as Ridge Racer, c'était Ridge Racer. Voilà, hop, et Destruction Derby aussi pour ma part. Mais après, si on se lance dans la série, c'est compliqué parce qu'il y a Destruction Derby, Battle Arena Toshinden, il y a eu Tekken, Destruction Derby, on a dit, Wipeout. Et le bon vieux T-Rex sur le Demo One. Ah mais oui, lui aussi, il y a eu droit. Donc non, mais plein, Loaded, la démo, l'arrêt Manta. L'arrêt Manta, précisons. Hein. Et non, voilà, là, c'est parti, on déroule la liste et c'est interminable. Alors, mon cher Cyril, parle-nous un petit peu des côtés positifs ou j'imagine parfois un peu contraignants de ta vie d'aventurier full setter. Je fais un full set. Eh ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. Au début, quand je faisais mes vidéos retour de brocante, vous regardez, vous remontez à donc il y a 7 ans. Alors il y avait juste une petite étagère avec quelques jeux posés dessus, la première. C'est toujours la même, donc d'ailleurs on voit qu'elle commence à souffrir un peu. Il y avait quelques jeux, puis on avance petit à petit, on voit que les étagères se remplissent, puis petit à petit Cyril il met une... vous savez quoi, il y a une deuxième, et puis il y en a une troisième quoi. Mais au début dans les FAQ par exemple, Cyril, est-ce que tu fais un full set? Ah tu sais, tu fais... non, peut-être. En fait, quand tu te mets à avoir autant de jeux PS1, oui, si on appelle ça un full set, oui, alors admettons. Mais au début, je voulais juste les jeux auxquels j'avais pas pu jouer à l'époque. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui, eux, ont un objectif, c'est de réunir les jeux auxquels ils ont joué à l'époque, qu'ils n'ont plus actuellement, et ils essayent de récupérer ces jeux-là pour y rejouer. Alors que moi, je me souviens, il y a des magazines... Oh, la PS1, ça a l'air assez nouveau et tout, mais bon, j'avais beau avoir un peu de sous à l'époque, pour acheter des jeux, je pouvais pas tout acheter. Et donc je faisais des petites listes, alors celui-ci, non, il est nul, ils ont dit dans le PlayStation Magazine qu'il était nul, donc je le prends pas, je raye. Oui, on n'avait pas Internet. Hein. Non, là c'était que les magazines, et donc je cochais, j'avais fait des listes, hein, celui-là est bien, celui-là est bien, celui-là est bien, mais la liste, c'était genre sur une feuille A4, t'avais 2 colonnes, quoi. Et ça, c'était prémisse de ton full set. Ça, c'était pour les 6 premiers mois, enfin les 6 premiers mois même pas la première année de la vie de la console, quoi. Et donc, il y a plein de jeux à côté desquels je suis passé, il y a plein de jeux auxquels j'ai joué, on va dire, à la démo dans le PlayStation Magazine, il y a plein de jeux, je les ai jamais finis à l'époque, et donc, moi je me suis dit, il y a des jeux que je voulais voir à l'époque, peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils sont nuls, peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils sont bien, mais moi, si je peux pas le tester par moi-même, je peux pas me rendre compte. Alors, j'aurais pu faire un full set disque dur, hein, je récupérais le full set et puis je mettais tout dans un disque dur, mais l'expérience n'aurait pas été la même. Ouais, parce que là, tu pars vraiment chasser. Les brocantes, je pense que tu... Oui, alors il n'y a pas que les brocantes. Hein. Après, c'est plus en convention peut-être que tu des conventions, alors c'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les brocantes, c'était un peu au début. Après, on ne trouve pas toujours des pièces en super état en brocante. J'en ai trouvé quelques-uns je ne peux pas le nier. Hein. Mais les brocantes, YouTube, d'avoir une communauté formidable qui m'aide et qui me soutiennent. D'autres personnes qui vont aussi en brocante et qui m'aident, par exemple, tiens, j'ai trouvé ce jeu-là, t'as pas la carte, je te l'envoie. Voilà, donc ça, c'est des trucs incroyables. J'ai pu avoir des jeux complets comme ça avec des gens qui m'ont aidé. Donc, soit des gens qui vont un peu en brocante, soit des gens qui collectionnent, qui disent, oh, moi j'ai de la PS1 là, mais j'en ai une vingtaine de jeux, mais je m'en fous, écoute, je vais les virer. Est-ce qu'il y en a dedans que t'as pas, je te le file. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns comme ça que j'ai pu recevoir. Après, il y a aussi beaucoup Le Bon Coin. Il y a, qu'est-ce qu'il y avait, eBay. Il y a un truc qui est arrivé en cours de route, qu'on n'avait pas avant, c'est Vinted. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens vont sur Vinted. Notre Jessica valide. Mais alors c'est arrivé un peu en cours de route comme ça, mais c'est-à-dire que c'est pas là où j'achète la majeure partie de mes jeux, hein, mais de temps en temps, je regarde, je cherche et je trouve un jeu. Voilà, c'est un que j'ajoute à la collection. En fait, c'est un ensemble, c'est vraiment un tout où il faut farfouiller partout. Je disais Le Bon Coin, alors des fois tu peux aller chez Emmaüs, tu peux aller les solderies, les caches, bien sûr. Les caches, eux, c'était à un moment donné une mine d'or pour trouver même des boîtes ou des choses comme ça. Des boîtes de remplacement, quand tu as des boîtes pétées, que tu avais des jeux à 1 € mais que la boîte était en bon état. Alors maintenant, c'est plus compliqué, mais ça se trouve encore un petit peu. Et bien évidemment, les boutiques indées.
voilà, donc les petites boutiques qui sont de moins en moins nombreuses. Et le peu qu'on peut avoir, j'essaye aussi d'en parler. Ça fait partie des choses que j'essaie de mettre en avant dans les vidéos. Mais là, j'entends beaucoup de côtés positifs. À Oui. moins que tu l'aies dit, que ça a été un peu furtif. Mais vraiment, Côté les négatif, choses, vraiment les choses qui t'ont... Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont dit à un moment, ouais, le full set, je vais peut-être stopper parce que pour telle ou telle raison? Non, parce que pour moi, j'appelle ça borné. C'est borné, il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a 1411 jeux et ça s'arrête là. Parce qu'il y a des gens qui vont, des joueurs, des collectionneurs qui vont se mettre à collectionner sur toutes les consoles, sur de la PS3, de la PS2. Alors je ne dis pas, t'en as vu, il y en a un petit peu, mais Oui, légèrement. il y a des jeux sur d'autres plateformes, mais par exemple, je limite vachement la Wii. Alors, la dernière fois, je suis tombé sur un lot, la personne les vendait 50 centimes les jeux. Tu fais, bon, oui, quitte à en faire cadeau à quelqu'un après, mais je me force à ne pas acheter, par exemple, des jeux GBA en boîte. On en voit passer des jeux GBA en boîte, pas trop cher. Parlons du prix des jeux GBA en boîte. Ça dépend lesquels. Tu as des pauvres trucs à 5 balles, en bon état, quasi neuf, je sais pas, un Lucky Luke, un jeu de tennis ou j'en sais rien, ou des trucs qui ont été sortis en grande quantité. On en trouve. PS3, ça se trouve en pagaille aussi. Enfin, PS2, j'en parlerai même pas. PS4, c'est pareil. Donc il y a des fois, je m'interdis d'acheter certains jeux. Parce que tu te concentres pour sur moi, ton full set. Je peux pas tout acheter. Et Donc Mega Drive, c'est pas vraiment un côté négatif, c'est plus que tu te limites à ton full set PS1 qui est quand même une sacrée aventure, mais un peu plus tard dans cette interview portrait, on va te demander de nous faire parcourir et de nous sortir les pièces pour lesquelles vous avez quelques heures. On a 2 jours. Très bien, très bien. On a 2 jours. Donc voilà, on va faire une première petite pause et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie du portrait sur notre cher Cyril 2.0.